Nous sommes dans un monde de migration. Notwendige, verstärkte legale Arbeitsmigration. Nous sommes un pays qui a toujours été fait de migration. Wir schaffen das. Migrant-entrepreneur. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Migrant-entrepreneur. Migrant-entrepreneur est une série de podcasts franco-allemands issus d'une coopération entre le programme de dialogue européen de la Fondation Friedrich Naumann et les voix franco-allemandes de la jeunesse. Je m'appelle Lisa Pajot et je suis juriste franco-allemande. Migrant-entrepreneur présente des histoires de réussite de migrants qui entreprennent en France et en Allemagne. Nous cherchons à déterminer comment l'entrepreneuriat des migrants façonne la société de nos deux pays, quel rôle il joue dans l'innovation et quels changements doivent encore opérer pour le favoriser. Dans les 2 premiers épisodes de notre podcast, nous nous entretenions avec des experts du domaine pour identifier les obstacles que rencontrent les entrepreneurs migrants, mais aussi les opportunités qui s'offrent à eux. Désormais, la parole est aux migrants-entrepreneurs eux-mêmes. Nous nous tournons vers eux afin qu'ils nous racontent leur parcours atypique. Dans les épisodes précédents, nous avons pu faire la connaissance d'entrepreneurs tels que Ziad Barouni, qui a fondé l'entreprise de développement EdTech Motius en Allemagne, et Lydie Macamdem, une femme à la fois francophone et germanophone, établie en Allemagne, qui a fondé la plateforme Familove. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Monica Aimé Domingo, fondatrice de la maison de couture digitale Maison by Domingo. À travers ce témoignage, nous souhaitons questionner la place de l'entrepreneuriat social et artisanal au sein d'une société majoritairement numérisée. Les nombreuses épreuves subies par Madame Domingo au cours de son parcours migratoire ont par ailleurs grandement contribué à la réflexion et constitution de son projet entrepreneurial que nous allons découvrir par la suite. Je laisse désormais la place à Madame Domingo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Surtout, merci d'avoir accepté de partager votre histoire avec nos auditeurs aujourd'hui. Bienvenue à vous. Merci, bonjour et merci pour la perche qui m'est tendue. Madame Domingo, comme j'ai pu l'énoncer, vous êtes la fondatrice de la maison de couture by Domingo, qui se veut être une entreprise à la fois digitale et artisanale. Donc, avant de nous en dire davantage sur ce projet ambitieux que vous développez encore en partie à l'heure actuelle, je pense que nos auditeurs se doivent de connaître votre parcours atypique, qui peut d'ailleurs être révélateur de celui de nombreuses personnes immigrées et qui vous a mené jusqu'ici. Donc avant toute chose, pourquoi avoir choisi la couture et le monde de la mode? Y étiez-vous prédestiné? Non, je dirais que j'ai pas été spécialement prédestinée à la couture et que c'est venu après un peu comme un cheveu dans la soupe, dans le sens où je viens d'une famille où les femmes s'habillent tout le temps et très bien. Ma grand-mère était ce qu'on appelle dans mon pays d'origine, le Bénin, une nana buns. Du coup, j'ai grandi avec des étoffes, parce que du coup, les nana buns au Bénin sont des femmes qui, elles, ont fait fortune et continuent de vendre des étoffes. Donc, j'ai grandi un peu dans ce climat-là, mais rien de particulier de me prédestiner à la mode. Alors, je suis titulaire d'un BTS en communication des entreprises et archives. Ensuite, bien avant de venir à la mode, j'ai travaillé pour différents organismes comme l'ONU, comme Médecins du Monde, comme l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis, ABMS, PSI, voilà. Donc, j'ai envie de dire que la mode est vraiment venue après parce que c'était une passion, parce que j'avais une envie de dessiner des robes et que je dessinais des robes pour les fêtes, pour mes cousines, pour mes mamans, pour mes tantes. Et du coup, ça a été la proposition de ma mère un matin de me proposer de poursuivre des études de stylisme pour apprendre à réaliser ce que je faisais. Donc, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le stylisme. Et donc, toutes les premières activités dont vous nous parlez là, notamment pour des associations, se sont déroulées au Bénin. Oui, elles se sont déroulées une partie au Bénin, une grande partie en Tunisie, où j'ai vécu un peu plus de 5 ans. Expliquez-nous ce qui vous a mené à quitter le Bénin pour la Tunisie, tout d'abord. Alors, ce qui m'a mené à quitter le Bénin pour la Tunisie, c'est simplement qu'à l'époque, j'étais militante politique dans mon pays et que je travaillais avec l'ambassade de France sur un dossier, j'ai envie de dire, assez sensible qui était les libertés des personnes LGBTQI au Bénin. Et vu que le Bénin, malheureusement, a encore une constitution qui condamne les personnes LGBTQI, un peu moins aujourd'hui. Donc, du coup, c'est suite à ça, donc il y avait eu un mandat d'arrêt qui avait été émis et je me suis retrouvée à devoir quitter
mon pays, donc à devoir aller en Tunisie, et j'en ai profité pour suivre des cours de stylisme. Mais donc après ce parcours, qu'est-ce qui vous a amené vers la France? Pourquoi n'êtes-vous pas resté en Tunisie? Alors, je ne suis pas restée en Tunisie. Pourquoi je ne suis pas restée en Tunisie? Simplement parce que j'étais sous la couverture de l'ONU, donc sous la protection de l'ONU en tant qu'apatride. Et j'ai été réfugiée apatride, donc j'ai été ensuite réinstallée en France. Donc, j'ai pas vraiment eu le choix. C'est que la Tunisie, malheureusement, ne me correspondait pas à mes attentes, donc dans le sens où je ne pouvais pas vraiment avoir une carrière professionnelle. J'étais une femme noire et c'est assez sensible pour les minorités ethniques en Tunisie. Donc, c'est à ce moment-là que l'ONU, donc voilà, m'a réinstallée en France en 2016. Comment s'est déroulée votre arrivée en France? Est-ce que vous avez fait une demande de réfugié ou est-ce que vous avez demandé un visa en particulier? Alors, j'avais déjà le statut réfugié apatride qui m'avait été accordé depuis la Tunisie. Donc, à ce moment-là, en tant qu'apatride, j'avais été réinstallée en France. Je n'ai pas eu spécialement besoin de visa parce que le statut, il était déjà là et qu'il était régi par la Convention de Genève. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée en France. J'ai pas eu spécialement, moi, de démarche à faire de ma part. On m'a juste informé du jour de mon départ et voilà. Comment s'est déroulée votre arrivée sur le territoire français? Il s'est plutôt bien déroulé dans le sens où je venais déjà en France en vacances, donc j'avais déjà un bon contact avec la culture française. Du fait aussi que dans mon pays d'origine, j'ai fait des lycées français pendant très longtemps, avant de rejoindre le système national. Donc voilà, j'étais déjà acclimatée à la culture française, donc du coup j'ai envie de dire que j'ai pas vraiment souffert de problèmes d'intégration et qu'elle s'est plutôt bien passée, sauf d'un point de vue professionnel. Oui, vous nous avez parlé de votre diplôme que vous avez acquis au Bénin. Est-ce que vous avez pu l'utiliser une fois en France? Est-ce que vous avez pu avoir des équivalences, une reconnaissance? Alors, une fois en France, non, j'ai pas pu utiliser mes diplômes pour la simple et bonne raison que je les avais pas fait en France et ils venaient pas d'une université qui était reconnue par la France ou en partenariat avec la France. Je n'ai pas eu de proposition d'équivalence et du coup, je me suis tournée à ce moment-là vers l'entrepreneuriat. Et bien que je me sois rapprochée de Pôle emploi et que j'ai un CV plutôt bien garni d'expérience, on m'orientait automatiquement vers des boulots comme femme de ménage, nounou, commis en cuisine, donc des métiers qui n'avaient absolument rien à voir avec mes compétences ou mes études. C'est effectivement un point qu'on a peu discuté au travers de ce podcast encore et merci de nous en donner l'opportunité aujourd'hui. C'est effectivement la reconnaissance des diplômes qui, au sein de l'Union européenne, est plus ou moins facile, déjà bien plus aisée, mais qui pose davantage de difficultés effectivement pour les personnes issues de pays tiers, donc qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne. On se rend compte finalement que nombre d'entrepreneurs migrants se tournent vers l'entrepreneuriat, se sont tournés vers l'entrepreneuriat, justement en raison de l'absence de la reconnaissance de leur diplôme précédent dans leur pays d'origine. Et donc, à partir de ce moment, comment avez-vous décidé de monter l'entreprise, votre maison by Domingo? À partir de ce moment-là, l'idée est venue donc de monter ma structure et donc ma société Maison by Domingo. Grâce à des clientes que j'avais pu avoir un tout petit peu en Tunisie, parce que juste après mes études en mode, j'avais eu à travailler pour 2 marques tunisiennes qui étaient sur place et j'étais responsable donc de la production et de la vente pour ces marques-là et donc j'avais des affinités avec certaines clientes qui m'ont relancé plusieurs fois quand je suis venue en France en me demandant où est-ce qu'elles pouvaient avoir accès à mes créations, est-ce qu'elles pouvaient me recommander à des tierces personnes pour des vêtements. Et du coup, j'ai dit oui, parce que à l'époque, j'étais au chômage et pour moi, c'était le moment ou jamais donc de me lancer au niveau de l'entrepreneuriat. Migrant entrepreneur. Dans les épisodes précédents, nous avons pu à ce sujet discuter des difficultés pratiques comme les difficultés administratives et financières rencontrées par les nouveaux arrivants lorsqu'ils souhaitent donc s'établir en France et en Allemagne pour y fonder leur entreprise. De votre côté, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières, qu'elles soient financières ou pratiques ?
J'ai rencontré les deux, j'ai envie de dire, pratique, financière, administrative, parce que du coup, l'entrepreneuriat, c'est une aventure, mais c'est une aventure qui est parfois rude. Déjà, en arrivant en France, je n'avais aucune connaissance du contexte juridique pour les sociétés, donc de tout ce qui tournait de l'écosystème et de tout ce qui tournait autour de l'entrepreneuriat, à savoir le statut juridique, le paiement des impôts, l'URSSAF, etc. Donc, ça faisait quand même beaucoup de données que je découvrais, mais que j'ai découvert après m'être enregistré en tant qu'entrepreneur. Donc, ça a été assez pénible. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas forcément d'information. L'information, elle n'est pas fluide, en tout cas pour les migrants ou pour les personnes qui arrivent. Donc, j'ai dû me rapprocher d'associations qui, elles, à ce moment-là, m'ont aidé un tout petit peu par des formations, par un accompagnement. J'ai même intégré un incubateur pour pouvoir vraiment porter le projet de façon légale en étant correct avec la loi. D'un point de vue financier, oui, ça a été beaucoup plus compliqué. Parce que n'ayant pas vécu en France, n'ayant pas vraiment travaillé pendant des années en France, les banques estimaient que ma structure est une structure à risque. Donc, aucune banque ne s'est avancée, ni ne s'est proposée à ce moment-là, parce que du coup, ils estimaient qu'il n'y avait pas de garant. Et donc, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que du coup, en tant qu'entrepreneur, on a besoin de financement et les sommes sont parfois énormes et on ne les a pas. Mais en amont, on estime que l'activité, elle est beaucoup trop jeune pour la financer. Donc, on se retrouve dans un quiproquo. Et même ayant été lauréate d'une bourse de la French Tech, là encore, la bourse ne me permet pas de faire ce que j'ai envie de faire, notamment acheter du matériel pour pouvoir faire de la production. Voilà, donc il y a toujours des petites limites. Et les banques, bien que j'ai une bourse, me trouvent encore trop frileuse pour s'avancer avec moi. Donc, j'ai envie de dire que le plus difficile pour moi et sûrement pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est la question du financement. Effectivement, pour nos éditeurs, donc l'incubateur dont vous parlez, l'incubateur Singa, nous avons pu les interviewer également. Donc, le lien est fait. C'est également eux qui vous ont aidé pour l'obtention du passeport French Tech. Donc, leur efficacité n'est plus à démontrer. Mais dites-nous en plus ce qui nous amène aujourd'hui et votre projet entrepreneurial à part entière. Vous proposez donc notamment sur votre page Facebook des vêtements pour femmes et hommes. Et très intéressant, ils sont à la fois uniques et personnalisables. Et vous souhaitez donc que vos clients puissent en quelque sorte confectionner eux-mêmes leurs habits au travers d'une plateforme. Ces habits qui par la suite donc sont réalisés de manière artisanale et non donc par le biais d'un procédé d'industrialisation qui est main courante aujourd'hui. Donc dites-nous en plus et pourquoi ce choix? Alors ce choix déjà parce que en tant qu'artisane aujourd'hui en France et ayant eu le statut d'artisan de France récemment, c'est très compliqué de faire face à la grande distribution, justement à toutes ces sociétés qui fabriquent des vêtements en masse et que je trouve totalement impersonnalisés. Et en amont, en fait, mon projet, la maison de couture, est venu vraiment pour répondre à un besoin. C'est que j'ai rencontré de plus en plus de femmes et d'hommes qui me disaient j'aimerais bien revenir à l'époque où j'avais mon authenticité vestimentaire, où c'était moi, je pouvais m'exprimer et pas 10 000 costumes faits à la chaîne, dans la même matière, dans la même couleur, et on se ressemble finalement tous à des mariages ou à d'autres réceptions. Voilà. Il y a vraiment cette frange de la population-là qui a envie de revenir à ces basiques-là, à cette personnalisation, mais aussi qui est soucieuse aujourd'hui de l'environnement, de l'impact que ça a, et qui est soucieuse aussi de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est à ce moment-là que la maison de couture arrive, donc justement en proposant des vêtements qui sont faits par des artisans, qui sont faits par un écosystème lyonnais pour l'instant d'artisans, avec une idée de petite ruche. C'est pas une idée de marque, mais c'est plutôt une idée de ruche, c'est-à-dire que dans les différentes villes où on s'installera dans le futur, ce serait vraiment des petites ruches qui travailleraient avec les artisans et les fournisseurs locaux. Donc vraiment, on rentrerait dans l'économie sociale et solidaire. Et le côté digital, justement, ce serait de permettre à des clients, parce que je suis bien contente de le dire, mes clients aujourd'hui ne sont pas qu'en France, j'en ai un peu partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Amérique ou en Afrique du Nord, et même en Europe.
c'est qu'ils puissent pouvoir justement eux-mêmes composer leurs vêtements à travers un logiciel qui est en train d'être fait et ensuite de soumettre aux ateliers qui, à ce moment-là, leur réaliseront leurs vêtements en taille, en mesure et coloris de leur choix. Comme vous pouviez le dire, votre projet s'inscrit dans une économie à la fois sociale et solidaire, mais aussi donc plus verte, écologique. Mais d'un autre côté, finalement, la troisième branche de votre projet, c'est son côté high-tech. C'est un côté très innovant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le fonctionnement donc de cette expérience digitale en 3D finalement que vous voulez proposer? Alors, je me suis rendu compte que beaucoup de clientes avaient du mal à se visualiser. Les vêtements dans les magasins sont présentés de façon totalement informe. Donc, c'est très difficile de s'imaginer dans le vêtement. Donc, le digital, pour moi, j'ai voulu aussi lui apporter un côté ludique, mais aussi nécessaire, c'est-à-dire la cliente, en entrant ses mensurations dans notre base de données, voit son corps tel qu'il est présenté, donc voit ses mensurations, et à ce moment-là, peut vraiment voir le vêtement en 3 dimensions. Le vêtement qu'elle a dessiné, elle peut le voir en 3 dimensions sous toutes ses coutures. Elle peut apporter des modifications avant de le soumettre à l'atelier. Donc, c'est un essayage, c'est une expérience, c'est un essayage digital, numérique, qui est proposé de façon ludique, mais aussi très utile à nos futurs clients et à nos clients actuels. Aujourd'hui, donc, vous disposez du passeport French Tech et votre projet est clair, mais comme vous le dites, il est encore en développement. Selon vous, qu'est-ce qu'il vous manque encore véritablement pour le faire décoller? Ce qui me manque encore aujourd'hui véritablement, c'est les financements, parce que du coup, c'est un très gros projet qui coûte extrêmement cher. Au début, je me suis dit que j'allais y aller en fonds propres, mais c'est hyper difficile. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des partenaires qui puissent nous faire confiance et qui puissent nous accompagner. Et j'ai envie de dire un tout petit peu administrativement aussi, avec leurs conseils, comme peut le faire Singa sur ce projet-là. Comme nous parlons aujourd'hui donc de migrants-entrepreneurs, d'entrepreneurs qui sont issus de l'immigration, selon vous, qu'est-ce que votre parcours migratoire finalement a apporté à votre projet? En quoi est-il aujourd'hui singulier grâce au parcours que vous avez vécu? Aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'immigration, ce qu'elle m'a apporté, c'est toute la force et la richesse que je propose dans mes modèles, dans le sens où je travaille en France, aujourd'hui avec des artisans français, certes, mais je peux y apporter une touche qui vient d'extérieur, du partage que j'ai pu vivre, des expériences aussi que j'ai pu vivre de l'autre côté. Et j'ai envie de dire qu'on retrouve ça justement dans les vêtements, parce que c'est pas juste des vêtements en soie, mais par exemple, on pourrait retrouver de la soie et du kanté, qui est un tissu de la région d'où je suis originaire. Parfois, on retrouve dans certaines de mes créations du tissu qui vient de Thaïlande, des tissus traditionnels. Donc, je mets en avant aujourd'hui, grâce à toute cette expérience, à cette aventure migratoire, je mets en avant des artisans qui seront peut-être pas forcément vus et surtout de la culture. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une seule et même humanité qui se retrouve quelque part. Et pour moi, c'est ça, c'est qu'on est tous semblables. Nous avions pu en discuter, c'est aussi un objectif de votre projet, c'est son côté social aussi justement, d'intégrer dans ces ruches des personnes qui elles-mêmes seront issues de l'immigration. Justement, c'était ça, parce que je pense que chaque migrant, contrairement à ce qu'on entend, à ce qu'on voit aujourd'hui sur la scène politique, je pense que les migrants sont une richesse parce qu'ils apportent quelque chose en plus, qu'ils sont prêts à partager, mais je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui ont des compétences qu'ils veulent mettre en avant et à qui on ne donne pas forcément la chance. Donc oui, on pense s'intégrer en plus des artisans locaux, des artisans migrants qui auront le loisir de laisser exploser leurs talents. Merci pour la présentation de ce beau projet pour lequel nous vous souhaitons la plus grande réussite. On souhaite que son développement soit fructueux et permette à d'autres artisans, mais aussi entrepreneurs migrants ou personnes issues de l'immigration de s'y intégrer. En conclusion, j'aimerais vous demander une dernière chose. Comment voyez-vous aujourd'hui l'esprit d'entreprise des migrants en France? Peut-être avez-vous des contacts avec d'autres personnes comme vous? Et qu'est-ce qui, pour vous, doit encore changer selon votre expérience? Ou qu'est-ce qui fonctionne déjà bien pour une touche positive? Alors, pour une touche positive, j'ai envie de dire, c'est tout ce que les migrants sont capables d'apporter aujourd'hui à l'économie française.
en matière d'innovation, en matière de talent, en matière, j'ai envie de dire, d'humanité. Pour moi, le plus important, c'est le regard. Il faut que le regard change. En tant que migrante et tous ceux qui sont entrepreneurs migrants avec moi, on paye des impôts, on cotise pour les retraites, donc on apporte quelque chose de concret. On embauche des personnes pour certains, on participe de façon active à l'économie. Donc, on est une richesse plus qu'une tare, en fait. On apporte quelque chose, que ce soit en humanité, en économie. Et il faut vraiment que le regard change. Et je pense que c'est ce que, justement, le podcast permettra de faire. Mais c'est aussi ce que Singa fait sur le terrain, justement, en dénichant des talents et en les mettant en avant, en disant, ce sont certes des migrants, mais ce sont des migrants qui se sentent intégrés. Ce sont des migrants qui ont quelque chose à apporter, qui participent à l'économie. Et je me rends bien compte que ça prend. Lentement, mais sûrement, ça s'imprègne. Déjà sur la ville de Lyon, il y a plein d'activités qui sont faites pour ça. Et pour moi, c'est vraiment ça, le côté positif. Maintenant, j'espère que ça puisse s'étendre au niveau des banques et qu'elles puissent faire confiance aux migrants. Merci pour ce témoignage. Et encore un dernier conseil, donc pour d'autres jeunes entrepreneurs étrangers qui souhaiteraient créer une entreprise en France, comme vous le faites actuellement. Alors, le dernier conseil que je donnerais, ce serait ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Rapprochez-vous, il y a des structures aujourd'hui, des programmes, des formations qui sont mises en place pour accompagner les migrants entrepreneurs, dont Singa, voilà, que je me permets encore de citer parce qu'ils font un travail exceptionnel et pour ça, je veux leur dire aussi par votre bien un grand merci. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est de se rapprocher des institutions, des structures et d'accompagnement. C'est vrai qu'on a une idée parfois sur un projet, mais s'approcher d'une équipe, d'une association ou même d'un incubateur permet justement de tester ce projet, mais il y a aussi un regard extérieur qui est apporté qu'on n'a pas toujours. Et ce regard extérieur-là, pour moi, c'est le plus important, il vaut tout. Donc moi, aujourd'hui, ce serait ne restez pas isolés, rapprochez-vous, j'ai envie de dire forcez les portes, n'hésitez pas à fracasser les portes et à vous imposer parce que ça en vaut le coup. Je trouve que c'est un combat qui en vaut le coup. Et pour ça, je me permets aussi de rediriger nos auditeurs vers nos premiers épisodes dans lesquels ils pourront trouver nombreux conseils pour les aider dans leur parcours entrepreneurial. Migrants entrepreneurs. Merci pour cette conversation fascinante et surtout merci pour avoir partagé vos expériences avec nous. Et pour ma part, je souhaite aujourd'hui personnellement remercier nos auditeurs et auditrices de nous avoir rejoints et écoutés ces dernières semaines. Ce fut pour moi aussi un immense plaisir de participer à la création et production de ce podcast et de ce projet à part entière, donc qui a mené à la rencontre de nombreux acteurs du milieu de l'entrepreneuriat et de personnes issues de l'immigration. Le prochain épisode que nous vous proposerons sera un peu différent. Vous entendrez donc des extraits de l'atelier final de Migrants Entrepreneurs, un atelier dans lequel nous avons fait se rencontrer les experts de différents domaines que vous avez pu entendre au cours de ce podcast, mais aussi donc tous les intervenants qui nous ont fait l'honneur de leur présence ces dernières semaines. Merci à vous.